Au point de vue donc de la méditation, et ça a beaucoup d'intérêt, à la fois dans la prévention et pour aider aussi l'auto-guérison. Et donc au fait qu'on a un pouvoir d'auto-guérison déjà dans le corps, tout le monde le sait, hein, quand on se coupe, on nettoie un peu la plaie avec le pansement. Si la plaie est grande, on met 2-3 fils, mais la cicatrisation, c'est le corps lui-même qui le fait. Pareil, quand il y a une fracture, on peut consolider avec un plâtre ou une attelle, mais la soudure de la fracture, elle se fait spontanément avec le corps. Et c'est pareil au niveau émotionnel et intérieur. On a des problèmes, des fractures, et si on donne un bon cadre, on désinfecte un peu, on met une attelle, on immobilise, entre guillemets, à ce moment-là, la réparation se fait tout seul. Et ça nous mène à un facteur important de la méditation, c'est l'immobilité. Hein, on reproche aux gens qui font la méditation de fuir les résistances. Et c'est vrai jusqu'à un certain point de vue, s'ils ne méditent pas correctement. Et dans une bonne méditation, l'immobilité est fondamentale parce que justement, les résistances en méditation, ça se manifeste sous la forme de bouger. Quand on a la bougeotte, on fuit ce qu'il y a de difficile dans le corps et dans l'esprit, et finalement, on progresse pas comme on devrait. Et donc cette immobilité est très importante. En plus, quand on veut aller loin dans la méditation, on progresse à pas de géant quand on réussit à plonger dans une immobilité plus profonde, tout simplement. Mais si on a la bougeotte, on a moins de jugeote. Donc on pourrait dire, comme formule mnémonique, plus de bougeotte, moins de jugeote en méditation, c'est-à-dire moins de conscience. Hein, parce que ça veut dire qu'on est distrait. Et l'attention, elle est toujours là avec notre mental, sauf que la plupart du temps, elle s'attache à des choses pas importantes ou secondaires, et on n'a pas la concentration donc pour aller loin. Et la concentration pour aller loin, ça vient directement de cette capacité à l'immobilité. Donc ça s'entraîne. Et alors au niveau donc de la prévention ou autothérapie, donc il y a beaucoup de rééquilibrage émotionnel à faire, et en particulier donc dans la prévention du cancer, hein, et l'accélération de la guérison si on a été atteint. Voilà, donc il y a différents aspects. Déjà, on sait que la dépression, par exemple, ça favorise l'apparition du cancer, et si on a déjà un cancer, ça gêne la guérison. Et aussi le côté relationnel, donc la méditation aide à avoir des bonnes relations. Alors en très bref, pourquoi la méditation aide à avoir des bonnes relations? Ça paraît paradoxal parce que en méditation, on est plutôt en soi-même, et dans les relations, on est avec les autres. Mais quand on est en soi-même, on peut s'apercevoir de la quantité et de la gravité de son ego qui perturbe les relations. On comprend ça, comme le dit un adage zen, méditer c'est observer l'ego, c'est le diminuer. Et quand on diminue son ego, les relations humaines vont bien mieux. Voilà, et quand je dis ça, je précise quand même parce qu'il faut bien se comprendre, des fois, dans les relations humaines, on est trop faible parce que on a peur de l'autre, ou on se dit on veut continuer à somnoler dans une relation qui n'est pas bonne, alors qu'il y a des choses pas justes dans la relation. Et au fait, cette faiblesse est une forme d'ego. Hein, on pense que pouvoir dire des choses à l'autre, c'est de l'ego, et se taire, c'est pas de l'ego, mais c'est une mauvaise compréhension du non-ego. Hein, le non-ego, ça peut être ne pas avoir peur qu'il y ait des réactions de la part de l'autre, de l'inconfort, et l'ego, c'est chercher le confort finalement. Et donc voilà, hein, quand on cherche le non-ego, ça peut donner une force pour remettre les pendules à l'heure dans la relation, c'est ça que je veux dire. Hein, donc c'est pas simplement, il y a des moments où le non-ego est effectivement s'effacer, mais il y a d'autres moments où c'est abandonner son confort pour donner des choses qui sont justes pour la famille, pour le milieu professionnel, etc., quitte à avoir un peu de perturbation et d'eau dans le gaz. Voilà, donc il faut bien comprendre ce que c'est que l'ego et le non-ego. Et alors, il y a aussi la question de l'humeur. Hein, on a remarqué que des femmes qui avaient le cancer du sein, voilà, et la dépression,
donc un cancer du sein sans métastase, mais la dépression, avaient plus de risques d'en mourir que des femmes qui avaient les métastases, mais une bonne humeur, des bonnes relations, etc. Et donc, c'était la première fois dans ce que j'ai vu, bon, j'ai quand même étudié 10 ans la médecine et la psychiatrie, donc le côté psychosomatique m'intéresse en particulier. C'était la première fois où où j'ai vu un facteur psychique dans une étude bien faite, qui était plus important qu'un facteur physique, parce qu'effectivement, quand on a le cancer du sein avec le métastase, on se dit c'est mal parti, on préfère ne pas avoir de métastase. Mais finalement, si on a les métastases, mais quand même que l'humeur est bonne, eh bien, voilà, et on a plus de chances de s'en sortir qu'un cancer sans métastase, mais avec la dépression. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Et maintenant, on a prouvé que la méditation agissait très bien sur la dépression. Et en particulier une étude synthétique de 2016 où ça a été bien montré. Et je sais qu'en Allemagne, dans les cliniques qui traitent la dépression, régulièrement la méditation est proposée. Alors, en général, c'est la méditation de pleine conscience, parce que c'est celle qui a été bien étudiée, puis qu'il y a une présentation laïque qui aide à la faire passer dans une institution médicalisée. Mais au fait qu'il y a beaucoup de formes de méditation, il ne faut pas être limité à la pleine conscience, il y en a beaucoup d'autres qui sont peut-être moins étudiées, mais probablement qui marchent aussi bien, parce que voilà, les méditations ont à peu près les mêmes résultats. Donc, c'est encourageant. Et je sais que moi, j'ai fait la formation complète de psychiatre, donc à Saint-Antoine et à Paris. Et après, je suis parti pour l'Inde. Et alors, on me dit souvent, t'as abandonné la psychiatrie. Et je dis non, hein, en promouvant la méditation. Et à l'époque, en 84-85, quand on parlait de méditation en psychiatrie, on était pris pour un zombie. Maintenant, c'est beaucoup plus populaire. Et je suis conscient que je travaille à la prévention. Et quand j'allais faire dans les CMP, donc des centres médicaux psychologiques dans la banlieue parisienne, j'allais faire mes consultations. Il y avait marqué en gros centre d'hygiène mentale et de soins et de prévention. Et au fait, la prévention, c'était nul, quoi. Voilà, hein, parce qu'on était là et les gens arrivaient en consultation, ils étaient déjà malades. Et qu'est-ce qu'on faisait pour la prévention? Zéro, quoi. Alors bon, on pouvait dire si on voyait en consultation, on évitait que ça s'aggrave et que ça arrive à l'hôpital psychiatrique, mais si les gens venaient, c'est qu'ils étaient en gros déjà malades. Et donc, avec la méditation, on a des capacités de prévention. Et j'ai rencontré dans un congrès aux États-Unis, c'était à Denver en 2012, un congrès donc sur méditation et sciences, un sénateur ou membre du congrès américain, et il avait étudié donc les effets de la méditation avec des études donc quantitatives, et il a dit on a suffisamment d'éléments pour dire que c'est un effet puissant de prévention, et donc le gouvernement devait installer des centres de méditation donc laïques pour tous dans toutes les villes de grande importance ou moyenne importance, parce que voilà, ça économiserait finalement l'argent du ministère de la Santé. Et donc pour dire que c'est dans l'air du temps. Mais évidemment, ça dérange les gens qui ont pignon sur rue avec leur petite chapelle thérapeutique, etc. En se disant, mais non, on aura moins besoin de nous s'il y a des gens qui font la prévention. Et puis, ça dérange les labos ici qui ont leur commerce en soignant des dépressions, etc. Et puis, ça dérange aussi les religions instituées, parce que voilà, une méditation laïque qui ressemble quand même pas mal à une méditation religieuse, sauf que c'est inclus dans le système de santé et qu'il n'y a plus besoin de prêtres et de rituels, et ça dérange. Voilà, donc il faut comprendre qu'on dérange pas mal de gens, mais c'était déjà, quand on regarde l'histoire de l'Inde, le cas il y a 2500 ans, pour faire bref et schématique, le bouddhisme a développé une voie de méditation indépendante des prêtres brahmanes, et donc il y a une rupture, parce que voilà, les prêtres brahmanes, ils ne pouvaient pas supporter qu'on n'ait plus besoin de leur rituel et de leur temple. Et les moines bouddhistes, ils savaient ce qu'ils voulaient, ils ont dit non, nous on n'en a plus besoin de ça, on fait directement observer les causes de la souffrance et comment sortir de la souffrance. Voilà, donc les choses se répètent avec d'autres types de prêtres, d'autres types de dogmes, etc. Donc il y a cet aspect profond de la méditation, et la méditation bien compris, ça donne une autonomisation. Alors, on ne va pas aller au psychanalyste pendant toute sa vie,
Et du coup, il y a un moment où il faut se prendre en main et plus tôt c'est, mieux c'est. Ça ne veut pas dire qu'on se prend en main définitivement au bout de 3 séances, mais on peut apprendre à se prendre en main pour la base. Et puis après, bien sûr, il peut y avoir des problèmes, des bas qui arrivent, et à ce moment-là, on peut reprendre des formations. De toute façon, quand on fait la méditation, c'est bien de faire des séances de remise à niveau. Et moi, je le fais avec des retraites, etc. Bon, ça fait 49 ans que je médite, mais j'aime bien faire des retraites pour me remettre à niveau. Et quand on voit les sages, eux aussi font des retraites, ils ne sont pas tout le temps sur, alors qu'ils ont déjà un niveau avancé, mais ils remontent voilà, l'énergie par des retraites. Donc je suis très content d'intervenir pour Octobre Rose, parce que c'est à la fois prévention et amélioration. Et moi, je peux témoigner. Donc, j'ai appris que j'avais un cancer à la prostate. Bon, à 65 ans, ça arrive fréquemment. J'avais fait quelques erreurs, sans doute pas assez de sport, un peu trop de ventre, etc. Au niveau alimentaire, sans doute un peu trop de laitage aussi. Je suis végétarien, mais je prenais un peu trop de laitage. Tout ça, c'est des facteurs de risque. Plus peut-être des choses de bactéries. J'ai lu ça récemment, il semble qu'il y a certaines bactéries qui donnent des infections chroniques et qui favorisent le cancer de la prostate. Quelle que soit la cause, donc je me suis retrouvé avec mon, entre guillemets, cancer de la prostate. Et évidemment, donc, ça chamboule un peu parce que moi je m'intéresse aux thérapies naturelles, donc c'est un gros travail quand même de tout d'un coup intensifier sa connaissance des thérapies naturelles du cancer en étant centré sur la prostate. Mais il y a un moment, je me suis dit, bon d'accord, je vais prendre une demi-journée pour méditer. Et donc je sais assez bien méditer. Et j'ai fait pendant une demi-journée, très tranquille, assis, allongé, en marchant, pour intégrer cette idée que voilà, j'avais un cancer de la prostate, probablement c'était un bon pronostic, mais qu'il fallait quand même faire un certain nombre de choses pour déjà me soigner et puis intégrer psychologiquement. Et le travail s'est fait et j'ai vraiment senti une différence. Avant, en gros, c'était pas accepté, c'était là, mais c'était pas accepté. Et ensuite, c'était en gros accepté par l'inconscient. Alors bien sûr, il y a plein de couches dans l'inconscient, mais enfin, au moins en une demi-journée, il s'est passé énormément de choses au niveau de l'acceptation et du coup d'une gestion normale, voilà, je dirais comme une maladie normale. Quoi, voilà. Le cancer, ça fait peur, mais là, c'était passé comme une maladie normale, j'ai fait ce qu'il fallait faire, ça s'est bien passé, y compris me prendre une mutuelle en urgence avant que le diagnostic soit officiel, parce que ça aide bien quand même, il y a pas mal de frais dans ces cancers, et même si le gros est pris en charge, voilà, fallait réagir, quoi. Mais j'ai fait ça tranquillement, et je dirais comme une autre maladie qui n'était pas le cancer, et voilà, et ça m'aide encore maintenant, de toute façon je continue à méditer, et donc il y a certains traitements complémentaires à faire, il y a un peu de complications au niveau de la tuyauterie, etc. Et tout ça, donc le fait de méditer m'aide à m'adapter. Et on dit que la santé psychologique, c'est un des grands critères de santé psychologique, c'est l'adaptabilité, et la méditation est très bonne pour ça, parce que tous les jours il y a des choses nouvelles, et quand on médite le matin, on voit ce qui a bougé de la veille, et puis on voit comment s'adapter dans la journée qui vient. Et donc c'est très important pour ça. En plus, en méditation, c'est conseillé de méditer en groupe, donc il y a le soutien du groupe, même si on ne parle pas de ces problèmes comme dans un groupe de parole, il y a un soutien subtil du groupe. Et puis aussi, il y a le groupe spatio-temporel, c'est-à-dire il y a d'autres gens qui font le même type de méditation qu'on fait, surtout ici dans une milieu traditionnelle, qui sont à des milliers de kilomètres, et le fait qu'on fasse le même type de méditation se relie. Et puis dans le temps, il y a des gens qui ont fait le même type de méditation qu'on fait il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, et tout ça, ça fait aussi un groupe subtil, et c'est un vrai soutien. Donc on n'est pas seul.